C'est bon? Ouais. Donc, bonjour à tous et à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour ces nouveaux formats du rendez-vous aux 50. J'espère que vous voyez notre écran. Je vais avancer sur un thème extraordinaire, couvreur à l'insu de mon plein gré. J'ai la grande chance d'être magnifiquement accompagnée de Christian Mirabel. Bonjour Monsieur Mirabel, commissaire général de police, chef de la brigade. C'est un nouvel exercice et nous l'entamons. Là, c'est une grande première. 15 minutes ensemble pour évoquer la théorie, la pratique, des anecdotes et surtout sensibiliser les experts comptables qui pourraient se retrouver couvreurs à l'insu de leur plein gré. Et ensuite, 15 minutes de questions. Le seul truc que je me rends compte, c'est que je ne sais pas si je vais voir les questions, en fait. Je ne sais pas si j'ai le fil des questions. Donc, je vais demander au technicien. On est un petit peu parti. Alors, allons-y. On avait envie de commencer par le commencement. Et le commencement, c'est bien évidemment les textes. Voilà, bonjour à tous. Ça y est, je vois vos commentaires, c'est beaucoup plus sympa. Vous êtes très nombreux ce matin, 88, et je vois que le sujet vous intéresse beaucoup. La première question, c'est les textes. Et comme on le sait tous ici, c'est que notre métier d'expert comptable est protégé par une prérogative d'exercice. Et qui dit prérogative d'exercice dit ordonnance. Et qui dit ordonnance et l'article 2 qui définit notre mission. Il y a aussi dans notre ordonnance l'article 20 qui définit l'exercice illégal de la profession d'expert comptable. Exerce illégalement la profession d'expert comptable celui qui, sans être inscrit, exécute habituellement, en son propre nom et sous sa responsabilité, des travaux de tenue, vérification, appréciation, surveillance ou redressement des comptes. Donc, comme on est dans une infraction pénale, il y a un élément matériel, il y a un élément intentionnel. On a la troisième qualification, je ne me souviens plus, mais ça, vous savez ça par cœur, on verra ça ensemble. L'élément matériel, il faut qu'il y ait une habitude, une imputation d'opération, une absence d'inscription, une indépendance. En bref, celui qui exerce qui fait de la compta et qui n'est pas inscrit à l'ordre, on l'appelle, dans notre jargon, un illégal. Ce délit-là est puni par 1 an d'emprisonnement maximum et 15 000 € d'amende. On pourra échanger ensemble parce que vous et moi, on trouve que ce n'est pas suffisant. Et lorsque c'est une personne physique, et pour les personnes morales, c'est 75 000 € d'amende en peine complémentaire. Alors, j'ai fait des bêtises. On voulait vous parler aujourd'hui de la sous-traitance. Alors, pourquoi couvreur d'exercice illégal à l'insu de son plein gré? Parce qu'on peut se retrouver dans une situation, nous, experts comptables, qui peut être une situation de sous-traitance, c'est pour ça qu'on vous parle de la sous-traitance aujourd'hui, et ne pas savoir que nous sommes en risque. Alors, vous le savez certainement tous, depuis novembre 2022, il existe un arrêt de la Cour de cassation, que nous allons évoquer après, qui interdit la sous-traitance. Mais je voulais avant vous parler de nos pratiques à Paris et comment, en l'absence de texte et de doctrine, nous jugions en fait en interne la sous-traitance. Et pour nous, l'élément le plus important avant cet arrêt-là était la supervision effective et matérialisée. C'est-à-dire qu'un expert comptable qui travaillait avec un sous-traitant non membre de l'ordre, si l'expert comptable était en relation directe avec le client, c'est-à-dire la lettre de mission est signée entre le client et l'expert comptable, et non entre le client et le sous-traitant. S'il y a un contrat de sous-traitance en bonne et due forme entre l'expert comptable et le client, si l'expert comptable conservait la maîtrise de la mission et surtout la supervision, si l'expert comptable, bien évidemment, était expressément assuré pour ces opérations de sous-traitance, eh bien, nous jugeons ici à Paris, en l'absence d'arrêt de la Cour de cassation de novembre 2022, donc là, je vous explique ça, c'était avant, nous jugions qu'on n'était pas dans une couverture d'exercice illégal parce que l'expert comptable
réaliser exactement, superviser la mission et avait la main sur cette mission-là. C'est comme ça que nous traitions ce sujet-là avant novembre 2022. Depuis cet arrêt de 2022, donc la sous-traitance est interdite. Est interdite, évidemment, avec un non-membre de l'ordre. Donc aujourd'hui, la sous-traitance est autorisée avec un non-membre de l'ordre, interdite avec un non-membre de l'ordre. Moi, à titre personnel, je déplore cette situation parce qu'on est dans une profession où on a beaucoup de problèmes de recrutement. Et pour moi, vraiment, que l'on manage un salarié ou un sous-traitant, à partir du moment où l'expert comptable réalise sa mission comme il doit la réaliser, ça ne me dérangeait pas du tout dans les faits. C'est interdit, donc évidemment, on ne le fait plus, ces cas de sous-traitance. Donc la seule sous-traitance autorisée, je le répète aujourd'hui, est avec un membre de l'ordre qu'on peut appeler co-traitance. Je préfère appeler co-traitance quand on travaille avec un membre de l'ordre. Donc ça, c'est la théorie. Et là, j'aimerais bien vous entendre, si vous voulez bien, en pratique, les cas, nous faire partager en fait votre pratique, peut-être nous mettre un petit peu en garde, parce que donc on parle de quoi? Donc on parle d'une relation entre un expert comptable et un membre de l'ordre. Et il semblerait qu'aujourd'hui, devant les tribunaux, on soit bien plus sévère avec les experts comptables qu'avec les membres de l'ordre, d'où ce webinaire pour vous mettre en garde et vous protéger. Alors, effectivement, les deux arrêts de 2022 de la Chambre criminelle de la Cour de cassation ont rebattu les cartes en matière de sous-traitance et d'exercice illégal. Parce que jusqu'ici, comme vous disiez, nous jugions, effectivement, vous, l'ordre, il faudrait peut-être préciser à vos collègues que la plupart des affaires d'exercice illégal démarrent sur une révélation de l'ordre régional, puisqu'il y a un travail, je dirais, de filtrage déjà à votre niveau pour permettre, et quand vous disiez vous jugiez, c'est-à-dire qu'à votre niveau, vous aviez pris ce critère, qui était suivi à la fois par les services d'investigation et puis par les tribunaux de première instance, le tribunal de Paris qui est le principal interlocuteur, qui en fait nous suivait sur effectivement cette vérification de la sous-traitance effective, du contrôle effectif. C'était ça qui était vraiment le critère. Lui-même se décline, il y a différents éléments qui permettaient de vérifier ou pas qu'il y avait un contrôle effectif, mais en tout cas, vous preniez ce critère principal et ça permettait alors non seulement effectivement d'accepter la sous-traitance à notre expert comptable, ça permettait d'accepter évidemment le travail sous-traité à un salarié du cabinet, mais ça permettait aussi à un tiers extérieur qui n'était ni salarié du cabinet, ni lui-même expert comptable, de pouvoir sous-traiter, alors même que l'expert comptable exerçait un contrôle effectif. Et en fait, vous, au niveau de l'ordre régional, vous faisiez un tri en ne mettant en exergue que ceux, en fait, qui nous servaient, ce qu'on appelle dans notre jargon, de couvreurs, c'est-à-dire, en fait, qui se contentaient de prendre une petite dîme, mais en fait, ne faisaient aucun contrôle sur le sous-traitant. Et c'était cette partie, alors, qui heureusement ne représente que la crête de l'écume, que, en fait, vous révéliez à l'attention du parquet, et après, le parquet saisissait différents services de police. On avait en effet cette garde de triage où on portait plainte ou on ne portait pas plainte, en fait. Bien évidemment, ce webinaire ne s'adresse pas aux experts comptables qui sont volontairement couvreurs. Malheureusement, il en existe quelques-uns, pas beaucoup, c'est-à-dire des experts comptables. Je vais vous donner l'image qui n'existe plus parce qu'on est complètement dématérialisé, mais celui qui mettait le coup de tampon sur l'alias fiscal à l'époque et qui prend un petit billet de 500, 1000 euros, 2000 euros pour ne rien faire. Donc cet expert comptable-là qui complètement dans la case de la couverture d'exercice illégal, puisqu'il ne respecte aucune de nos réglementations déontologiques. Donc cet expert comptable, aujourd'hui, on n'en parle pas. On s'occupe de l'expert comptable aujourd'hui, qui malgré lui peut se retrouver dans ces situations de couverture à l'insu de son plein gré. Oui, tout à fait, puisque au regard de cette pratique qui était en fait ce tri que l'ordre régional faisait et qui était repris avec ce contrôle effectif par à la fois les services d'investigation et les services de jugement, là, en fait, tous ceux qui étaient, tous les experts comptables qui nous écoutent, qui étaient dans le vert, avec ces jurisprudences, se retrouvent dans l'orange, voire dans le rouge, puisque ceux qui sous-traitaient en exerçant un contrôle effectif à un tiers qui n'est ni leur salarié,
ni un autre confrère, là, du coup, du fait de cette jurisprudence qui est quand même rigoriste, se retrouve projeté dans une zone à minima orange, voire rouge. Bon, voilà. Alors, il faut aussi peut-être préciser à vos collègues que cette jurisprudence consacre une tendance. Alors, les avocats habituels de l'ordre pourraient mieux le dire que moi, mais comme on participe souvent avec eux, je connais bien leur discours, c'est de dire qu'on s'aperçoit en plus que alors cette fois-ci, les tribunaux locaux, et pour celui qui nous intéresse, celui de Paris, qui est notre principal interlocuteur, ils ont une tendance à plus sanctionner un expert comptable couvreur que l'illégal lui-même. Puisque en droit français, l'illégal commet le délit principal, pour faire simple, et puis le couvreur est le complice du délit. Donc, quelque part, un peu l'auxiliaire. Donc, la logique veut qu'en général, l'auteur principal soit plus condamné et l'auteur, le complice, soit moins condamné. Bon. Sauf qu'on s'apercevait que déjà, dans les juridictions de fond, et pour le tribunal judiciaire de Paris, notre principal interlocuteur, on se rendait compte que de plus en plus, quand il y avait un expert comptable qui était rempli, qui s'était rendu coupable de complicité, il était plus sévèrement condamné. Alors, j'ai un exemple très rapide, là, sur une affaire que j'ai sélectionnée de ce qu'on avait. Eh bien, pour un illégal qui s'est fait condamner pour plusieurs années d'exercice, pour 4 mois d'emprisonnement avec sursis. Alors, une petite précision, quand on dit illégal, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui viole le monopole de l'ordre, et qui donc viole, comme vous l'avez dit au début, l'ordonnance de 45, mais qui par ailleurs paye ses cotisations sociales, c'est-à-dire dans le cadre d'une société, ce n'est pas un illégal complètement infraction de législation du travail, c'est pas au noir. C'est quelqu'un qui viole le monopole, mais qui à côté de ça va payer ses impôts et qui va payer l'URSSAF, comme vous payez dans le cadre de votre société. Donc voilà, pour quelqu'un, donc je reprends mon exemple, et je pense qu'il est symptomatique, qui prend 4 mois avec sursis pour plusieurs années d'exercice illégal, qui à côté de ça donc, a eu un chiffre d'affaires de plusieurs dizaines, voire centaines de milliers d'euros, et à côté de ça, le couvreur, alors 4 mois avec sursis pour l'auteur principal, le couvreur, il a pris 12 mois avec sursis, il a pris 10 000 euros d'amende. Alors, le couvreur, l'expert comptable. Là, voilà, l'expert comptable couvreur. Voilà, il a pris 12 mois avec sursis, donc c'est-à-dire 3 fois plus, 10 000 euros d'amende, l'interdiction d'exercer pendant 3 ans, plus en même temps la condamnation pour les dommages-intérêts pour l'ordre, parce que systématiquement, l'ordre se constitue partie civile, puisqu'il y a une violation de l'intérêt économique de l'ordre. Mais bon, plus avant que ça, c'est que derrière, l'ordre, ensuite, au plan disciplinaire, fort de ce jugement, va demander la radiation de l'expert qui s'est rendu complice de complicité d'exercice illégal. Et comme ça a été validé par le juge pénal, le juge disciplinaire est obligé de s'aligner sur la décision. Il n'y a même plus de discussion de dire est-ce que tu es coupable, pas coupable. En fait, le couvreur peut raconter ce qu'il veut devant le conseil de discipline. L'autorité de la décision pénale s'impose en disciplinaire. Donc, je veux dire, et alors en plus, et dernier point, c'est qu'en plus, les sommes, alors, en général, si vous prenez l'exemple, on prend 2 000 euros par an, là, dans l'espèce que j'avais, il avait fait 26 000 euros d'honoraires sur plusieurs années, ça a été confisqué en plus. C'est-à-dire que non seulement le gain limité que pouvait permettre la couverture va lui être repris par l'État, mais en plus, il va perdre tout, puisqu'on va lui retirer, au final, sa qualité d'expert comptable, avec évidemment la perte financière. Donc, je veux dire, c'est là où je voulais attirer l'attention de vos collègues, c'est que vraiment, pour un gain limité, on peut se retrouver dans une situation de mort professionnelle. Exactement. Alors là, on ne sait pas dans le cas précis si c'était un expert comptable qui le faisait sciemment ou à l'insu de son plein gré, mais quoi qu'il en soit, la sanction aujourd'hui, et depuis quelques années, est souvent plus élevée pour les membres de l'ordre que pour les illégaux. Donc ça, c'est à savoir. Je vais vous donner un petit exemple, mais en fait, sinon, je vous inviterai à suivre le prochain épisode de ces petits rendez-vous de l'illégal. Comment on se retrouve à l'insu de son plein gré. Ça arrive assez souvent pour des jeunes confrères ou consoeurs qui s'installent avec des non-membres de l'ordre. 80% des jeunes experts comptables s'installent ex nihilo et souvent, de manière assez fortuite, ils rencontrent des illégaux qui leur disent, voilà, j'ai une clientèle 100, 200, 300 000 euros, 400 000 euros, et j'arrive avec les clients et on s'associe. Et on se retrouve donc dans une structure, un cabinet d'expertise comptable, avec un associé non membre de l'ordre qui va avoir une partie de
conséquente du capital, parce que vous savez que depuis quelques années, le capital est libéré, c'est-à-dire qu'un illégal pourrait avoir 100% capital d'un cabinet d'expertise comptable. En revanche, 66% des droits de vote vont à l'expert comptable. Fort de cette association, qui pourrait être une association 50-50, lorsque le non-membre de l'ordre est salarié et gagne 4-5 000 euros par mois, et que le membre de l'ordre ne gagne rien parce qu'il va se payer avec les dividendes, déjà il y a un déséquilibre. Alors ça peut paraître fou lorsque j'en parle comme ça, mais c'est des schémas qu'on voit très très souvent lors de Paris. Et qu'est-ce qui se passe après? Il se passe que le non-membre de l'ordre ne laisse pas l'expert comptable réaliser sa mission. Le non-membre de l'ordre ne laisse pas l'expert comptable rencontrer des clients. Le non-membre de l'ordre ne laisse pas signer des lettres de mission. Enfin bref, et on se retrouve donc dans ces cabinets d'expertise comptable avec un membre de l'ordre qui s'est fait avoir par un illégal qui simplement cherchait en fait une couverture et à se loger dans ces structures ordinales. L'objectif de l'exercice, c'était 15 minutes de théorie et 15 minutes, on répond à vos questions. J'ai vu qu'il y avait quelques questions. Alors, mais il y a encore Frédéric. Enfin, vous me suivez tous les matins, ça c'est très sympa, je vous remercie. J'ai un petit fan club. Merci à vous d'être fidèle. Alors, il y a une question de Philippe. Et si le client qui utilise directement les services d'un sous-traitant avec supervision d'un expert comptable, est-ce que c'est aussi de la couverture? Donc, on a un client qui a un prestataire qui fait la saisie comptable. Donc, le prestataire facture le client. Donc, on sait que cette relation-là, en fait, c'est un illégal, ce prestataire. Et l'expert comptable arrive et fait la révision des comptes. Donc, l'expert comptable va réviser des comptes qui ont été saisis par un illégal. Entre les deux, il y a le client. Moi, je serais plutôt enclin à répondre par l'affirmative, parce que là, il y a une partie du travail qui est faite par l'illégal et l'autre partie par l'expert comptable en toute connaissance de cause, puisque l'expert comptable se rend bien compte qu'il ne fait qu'une partie du travail et que l'autre partie est faite par quelqu'un qui n'est pas un membre de l'ordre. Donc, moi, je serais enclin à répondre par l'affirmative à la question de votre collègue. Voilà, moi aussi. Donc, l'expert comptable est en risque sur ce genre de mission. Je peux aller peut-être plus loin là-dessus, c'est-à-dire qu'effectivement, l'interrogation que beaucoup de vos collègues de bonne foi, la très grande majorité, se dire, mais avec cette jurisprudence extrêmement rigoriste, je fais comment, moi, maintenant? Parce que je n'ai plus, soit je sais, en fait, si j'applique vraiment littéralement ou la décision de la chambre criminelle de la Cour de cassation, c'est-à-dire que soit je dois salarier l'ex-illégal, le sous-traitant, voilà, dans mes équipes, dans mes collaborateurs, ou alors je ne peux sous-traiter qu'une partie de mon travail à un autre collègue. Mais la décision de la chambre criminelle de la Cour de cassation ne laisse que ces deux portes ouvertes. Alors là, pour le coup, je n'ai pas, moi, pour l'instant, de solution juridique à vous proposer. En fait, on a une décision de justice qui nous enquiquine dans un métier où on a des problèmes de recrutement, où on aurait aimé avoir une liberté de choix, en fait, quant au mode d'exercice. J'attends impatiemment un virement de jurisprudence, mais ça sera dans 10 ans. Donc, impatiemment et 10 ans, je ne sais pas si c'est tout à fait compatible. Je crois que vous aussi, de votre côté, vous réfléchissez à proposer au législateur, à l'autorité réglementaire, éventuellement des solutions alternatives. Au niveau du Conseil national de l'ordre, on essaye d'en discuter un petit peu, mais c'est vrai qu'une décision de justice est une décision de justice. On n'a pas limité le cadre. On a Antoinette qui nous demande secrétariat, est-ce illégal? Bien évidemment que non. En fait, on parle de toutes les missions qui sont dans l'article 2 de notre ordonnance, donc la comptabilité. Il faut le relire, cet article. Donc, les payes ne sont pas dans l'ordonnance. Le secrétariat n'est pas dans l'ordonnance. Donc, si demain vous faites sous-traiter le secrétariat de votre cabinet, et je ne vous parle pas du secrétariat juridique, parce que en termes de secrétariat juridique, vous savez que les avocats ont une prérogative aussi, un monopole, ce qui fait que là, vous seriez dans l'exercice illégal du droit. Après,
Frédéric, question idiote, non, on ne sait pas encore, mais on va voir. Est-ce que le fait de recourir à une application informatique en ligne Regat et Time pour créer des écritures comptables consistera en couverture d'exercice illégal? Frédéric, merci beaucoup de cette question, elle n'est pas du tout idiote. Donc, en fait, est-ce que, alors, c'est une question qu'on a souvent traitée au niveau des UE, est-ce qu'un robot comptable est un illégal? Alors, Frédéric, moi, je vais répondre non, ce n'est pas illégal le robot comptable. En revanche, il n'y a aucun OCR aujourd'hui qui fait le job à 100%. Ça veut dire que, par exemple, quand vous servez de Dext, quand vous servez peut-être de Regat ou de Time, il y a des gens qui sont à Madagascar ou ailleurs et qui terminent l'imputation à la main. Et là, ça pose un vrai problème parce que là, on pourrait se retrouver aussi en couverture d'exercice illégal. Donc, ça voudrait dire qu'aujourd'hui, tous les cabinets d'exercice comptable de France seraient mal. C'est pour ça qu'on n'aime pas du tout cette jurisprudence qui nous enquiquine bien parce qu'à partir du moment où en fait, il y a un travail manuel, eh bien, on se retrouve dans l'exercice de la comptabilité et de l'imputation manuelle. On en revient toujours au même problème, oui. Quel que soit la plus-value comptable qu'apportent ces outils de plus en plus sophistiqués, à un moment, qui en est le maître, qui les contrôle? C'est-à-dire que tant que ce n'est pas vous, on regarde la jurisprudence, là, tant que ce n'est pas vous qui êtes ou vos collaborateurs salariés qui avez la main sur ces outils, en toute hypothèse, on se retrouve à quelque chose d'externalisé, que ce soit à une personne humaine ou à un robot, selon le prix de répartition, qui peut faire 90, voilà, mais ça ne fait jamais 100%, hein, ça va se rapprocher avec l'évolution technologique de manière asymptotique, comme on dirait en mathématiques, mais ça ne va jamais couvrir 100%. Quoi. Et c'est pour ça qu'on vous a mis, en fait, avant cette jurisprudence, en fait. Ça vous permet de voir quelle était la logique, en fait. Et la logique, c'est vraiment qu'il y ait une supervision effective d'un expert comptable. La logique, c'est lorsqu'un client travaille avec un cabinet d'expertise comptable, il le service d'un expert comptable. Et donc, une supervision effective de l'expert comptable. Après, qui a traité la donnée, qui a fait le job moi, à titre individuel, ça m'est égal, mais maintenant, on ne peut plus répondre ça, puisqu'avec cette jurisprudence, le qui est important. Seul un salarié d'un cabinet d'expertise comptable peut aujourd'hui traiter des dossiers et un sous-traitant ne le peut plus s'il n'est pas inscrit à l'ordre. Alors, si vous me permettez, juste peut-être. Bien sûr. Alors, cette jurisprudence crée évidemment une interrogation au plan pénal, puisque, je veux dire, c'est la chambre criminelle de la Cour de cassation qui s'est exprimée, mais je ne sais pas quelle serait la position de la chambre civile ou de la chambre commerciale. Mais il me semble que, bon, avant que vous retrouviez, pour un message d'espoir quand même à vos collègues, avant qu'ils se retrouvent devant le tribunal correctionnel, il y a quand même peut-être encore une marge. Par contre, ça va créer peut-être, me semble-t-il, au plan civil, un aléa, parce que si vous continuez à travailler en l'état avec des sous-traitants qui ne sont pas des collègues, qui ne sont pas vos salariés, et qui, par exemple, il y en a un de ces sous-traitants qui fait une erreur qui provoque un contrôle fiscal sur un client, est-ce que derrière, par exemple, votre responsabilité civile, est-ce que votre assurance va encore accepter de couvrir le préjudice? Parce qu'elle pourra peut-être exciper du fait que, ah bah oui, mais vous n'avez plus le droit de le faire, donc vous l'avez fait, donc vous êtes en dehors du cadre contractuel. Voilà. Je pense que l'aléa immédiat pour vos collègues, c'est plutôt au plan civil et commercial. Voilà. Même si, évidemment, le souci pénal est toujours présent, mais c'est plutôt l'impact idéal, c'est immédiat. Je crois que cette jurisprudence criminelle rebattre un peu les cartes au plan civil. Alors, en théorie, oui, en pratique, j'ai envie de vous dire non. Parce que si l'expert comptable fait son job de supervision, c'est qu'il n'a pas laissé de sujet dans le dossier à déclencher un contrôle fiscal. Parce que, donc, soit l'expert comptable ne fait pas son job, et là j'ai envie de lui dire, tant pis pour lui, puis s'il n'est pas assuré, tant pis pour lui, mais s'il fait son job, s'il traite son sous-traitant comme son salarié, c'est-à-dire avec le même niveau de diligence, il n'y a pas de raison qu'il y ait un contrôle fiscal. Mais c'est vrai qu'en droit, vous avez parfaitement raison en théorie. Alors oui, alors là, je vous ai tous un peu stressé avec mes histoires de Dext, mais bon, c'est quand même la vérité. Mais je pense qu'il ne va rien se passer, en fait, j'en sais rien. Et on ne va pas, je ne sais pas qui va attaquer tous les experts comptables qui se servent de Dext et des autres, parce que souvent, souvent, de toute manière, l'imputation est faite
à la main. Alors oui, non, pas du tout, on ne revient pas du tout à la plume de bois, bien évidemment. Alors, qu'en pensez-vous de l'externalisation de la comptabilité à un cabinet d'expertise comptable à l'étranger? Il semblerait que ce soit autorisé et que le Conseil national qui fixe ce genre de cadre est autorisé, donc la sous-traitance à un cabinet d'expertise comptable à l'étranger. Et là, on parle de tous ces cabinets qui peuvent se retrouver à Madagascar ou parfois dans les pays du Maghreb. Alors, aujourd'hui, il y a des personnes qui, en plus de leur travail salarié, sont auto-entrepreneurs. Pour joindre les deux bouts, faire un bulletin de paye à cette personne, c'est interdit. Dès que le total d'heures mensuelles est dépassé, la seule solution pour cette personne est d'être auto-entrepreneur. Moi, je suis bien d'accord avec vous, Yolande. On est bien enquiquiné sur le plan pratique avec ce genre de jurisprudence. Et en fait, bon, moi, mon job en président de l'ordre, c'est de vous informer des risques. Après, c'est à vous de voir comment vous traitez. Donc, des confrères installés, Nicodème nous dit, des confrères installés dans d'autres pays nous proposent leurs prestations. Ça, il semblerait que ce soit validé par le Conseil national de l'ordre lorsque vous travaillez avec un prestataire étranger qui est lui-même inscrit à l'ordre des experts comptables, s'il existe un ordre. Donc après, quid de tous ces pays où il n'y a pas d'ordre des experts comptables? Alors, François, deux questions. Bon, on l'a déjà traité la sous-traitance à l'étranger. On n'a pas de critères de détention dans le capital de sociétés étrangères. Dans un autre pays, c'est exactement… En fait, la question, c'est quand on sous-traite dans un autre pays qui n'a pas d'ordre des experts comptables, comment on fait? Ça pose… Non, mais cette jurisprudence nous pose beaucoup de difficultés en pratique et je ne trouve pas que ça nous favorise dans notre exercice, mais c'est comme ça. Alors, quand Frédéric, en toute manière, vous avez bien raison, lorsqu'on aura la fameuse facture électronique, ça sera beaucoup, beaucoup plus facile et on sera moins amené de toute manière à avoir ces travaux de sous-traitance avec des non-membres de l'ordre, en tous les cas pour l'émission de saisie comptable. Il est 8h59, il nous reste une minute. En quoi la méthode de rémunération de l'expert comptable seul associé laisserait penser qu'il ne travaille pas réellement? Non, Catherine, je n'ai pas dit ça. Ou en fait, j'ai dû vraiment mal m'exprimer. Quand je parle de couverture, dans un cabinet d'expertise comptable, en fait, là, on est avec deux associés ou un non-membre de l'ordre qui pourrait ne pas être associé, mais le non-membre de l'ordre gagne très bien sa vie et l'expert comptable gagne rien. Vous comprenez tout de suite le déséquilibre économique qui peut refléter un déséquilibre en termes de poids dans la gouvernance effective. Hein. C'est tout ce que je voulais dire, mais on peut très bien ne pas se rémunérer quand l'expert comptable est tout seul. Vous faites ce que vous voulez. Par une solution, Sandrine, moi, j'en ai pas beaucoup des solutions quand on sous-traite. Alors, je sais que la sous-traitance, c'est quand même assez rare dans nos cabinets. Donc, je ne vous apporterai pas de solution parce que je pense que nos histoires d'ossérisation et d'OCR, c'est un problème, mais un faux problème. Et je n'imagine pas qu'on aille sur ce plan-là. Avec les éditeurs de logiciels. Après, aujourd'hui, la sous-traitance, elle est quand même peu développée et donc là maintenant, elle est interdite. Je vais vous laisser le mot de la fin, si vous voulez bien, Monsieur Mirabel. Donc déjà, je vous invite au prochain webinaire, c'est le jeudi 7 mars. À 8h30, pareil à l'aube pour tous ceux qui se couchent tôt. Là, je serai certainement accompagnée d'une expert comptable qui malheureusement s'est mal associée avec un membre de l'ordre et a vécu vraiment des épisodes très, très douloureux. On me fait signe en régie qu'il faut que je vous montre le super guide qu'on a fait. Je ne sais pas si vous voyez bien là. La lutte contre l'exercice illégal, oui, on va vous donner les slides et dans les slides, vous aurez le QR code pour le télécharger si vous voulez tout savoir sur l'exercice illégal. Ce livre a été rédigé par un de nos enquêteurs, Jacques Midali, qui a travaillé 15-20 ans à nos côtés sur ce thème-là et il est passionnant. Je vous remercie de votre attention et je vous laisse le mot de la fin, M. Mirabel, si vous voulez bien. Alors voilà, en 30 secondes, vous redire que cette jurisprudence de 2022
nous a simplifié pour nous, service d'investigation, enfin, représentants de l'État, la répression, puisque évidemment, c'est encore beaucoup plus facile au plan pénal de démontrer un exercice illégal. Par contre, effectivement, après, dans le fonctionnement quotidien, et vous l'avez dit, mais là, c'est plus un problème pénal, je dirais, après, c'est plus le problème de l'État, c'est le problème de l'ordre, c'est effectivement après, dans le fonctionnement quotidien, et de dire, mais alors du coup, comment on doit s'organiser, qu'est-ce qu'on doit faire? Nous, je dirais, en tout cas, nous, au niveau de l'État, on doit vous dire, voilà ce que vous ne pouvez plus faire. Après, je ne peux pas vous dire ce que vous avez, quelle solution miracle économique doit être en place. Je sais que votre ordre réfléchit au sujet, fera certainement des propositions à l'État pour essayer de trouver une solution, mais en l'état, effectivement, ça rebat les cartes dans votre fonctionnement quotidien. Voilà, je vous souhaite une super journée. Avancez bien vos bilans, pas trop de surqualité s'il vous plaît, et à très bientôt le 7 mars pour de nouvelles aventures. Merci beaucoup de votre attention. Au revoir.